Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur la facilitation. Donc la facilitation, on a vu, ça va s'appuyer sur des processus et des postures. Et là, on va parler de processus. La semaine dernière, on vous a posté beaucoup d'outils d'intelligence collective, à peu près 11 outils. On vous a donné une webographie où vous pouvez en trouver d'autres, des références aussi bibliographiques où vous pouvez en trouver. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces outils-là, en réalité, sont basés sur les mêmes processus. Et il n'y en a pas tant que ça. Il y a le processus qui est le diamant de la participation, qui est là même de l'objet de l'outil que vous aurez vu. Il y a le chemin de construction. Et puis, on va beaucoup insister sur des chiffres et des temps parce que malgré tout, l'intelligence collective réside sur quelque chose de très structuré, de très calculatoire. Alors, le diamant de la participation, ça c'est vraiment l'âme et la base même de tous les processus. Donc, on va commencer, donc c'est un processus en 3 temps. On va commencer par la divergence. Donc, comme on a vu précédemment, c'est là où on va explorer une situation, on va explorer les points de vue divers. Ça va être le moment où chacun va donner d'où il est, sa perception subjective sur le sujet au départ. Avec quoi il commence, quelle est sa première vision sur le sujet. Ensuite, on va avoir un deuxième moment qui est l'émergence. On va commencer à avoir des conversations qui se pollinisent à ce moment-là. On va accueillir la nouveauté, on va commencer à se laisser transformer par la parole de l'autre, on va commencer à mêler les points de vue, à accueillir aussi les diversités. C'est toute cette phase d'émergence qui peut être grouillante, inquiétante, riche, vivifiante aussi, inquiétante pour les gens qui aiment beaucoup contrôler parce que il y a quelque chose qui arrive dans un peu de chaos à cet endroit-là. Mais on arrive toujours à la fin de ce chaos qui va créer la nouveauté sur une phase de convergence. On va identifier une solution, on va agir, on va atterrir, on va répondre à l'appel qui était la question initiale avant le moment de divergence. On va répondre à la question, on va répondre à l'appel, on va faire des propositions et on va sentir à la fin comment ces conversations qui se sont mêlées ont atterri. Si je vous donne un exemple concret d'un des outils qui est basé sur ce processus-là, après vous pouvez, voilà, je vous invite vraiment à prendre tous les outils qu'on vous a présentés et voir en quoi ce schéma-là s'applique à eux. Je pense qu'il s'applique à peu près tous. Donc en forum ouvert, vous savez, on commence en divergence où on dit aux gens, ben voilà la question et l'appel du jour. Voilà, pour être encore plus concret, je peux vous parler d'un exemple qu'on a fait à l'hôpital public où on réfléchit à comment améliorer le service public hospitalier avec 350 personnes de tous horizons, avec des médecins, avec des aides-soignants, avec du personnel administratif, des patients aussi. Donc, on est arrivé à un moment de divergence, on leur a dit en forum ouvert, on commence par quels sont vos sujets, quelles sont vos préoccupations, quel est l'agenda. Donc, former l'agenda est aussi un premier moment où on crée de la divergence. Et là, on a capté un certain nombre de sujets qui sont arrivés, des sujets très différents. Il y avait des sujets organisationnels, il y avait des sujets bien-être au travail, il y avait des sujets qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, puisque les préoccupations des gens en fonction de là où ils étaient, les tensions qu'ils ressentaient étaient absolument diverses. Donc, on est parti un peu de leur tension, de leur sujet, de leurs préoccupations, on a créé l'ordre du jour. Ensuite, un forum ouvert, une fois qu'on a l'ordre du jour, on dit aux gens, voilà, suivez la loi des 2 pieds, vous allez apprendre et contribuer, sinon vous prenez vos 2 pieds et vous allez ailleurs. Et donc, on a vu comme ça les gens qui se sont tous levés, c'est une espèce d'amphi en plus, ils se sont levés, ils ont été contribuer à certains sujets, ils sont restés parfois longtemps au forum ouvert sur un sujet, parfois ils passent de l'un à l'autre, parfois aussi ils ont un temps où ils ne se sentent pas contribuer et puis ils restent avec un peu de vide, parfois on a aussi besoin de vide. Et c'est le temps des conversations libres, une conversation d'échange sur le thème. Là, cette fois-ci, sur l'exemple dont je vous parle, on les avait un petit peu guidés, on avait joué aussi un peu en disant quel est votre diagnostic sur la question et quelles sont votre ordonnance, voilà, pour jouer un peu avec le corps médical. Et on leur avait demandé à chacun, sur le sujet, de sortir de leur petite conversation de groupe avec une ou deux recommandations. Donc la phase d'émergence.
une espèce de grand chaos, assez serein, où les gens n'étaient pas d'accord, mais d'accord pour pas être d'accord. Ce qui surprenait aussi des gens qui avaient l'habitude de conflits ou qui avaient besoin d'un grand auditoire quand ils prenaient la parole. Du coup, chacun avec un petit auditoire. Cependant, en très peu de temps, tout le monde a pu s'exprimer. C'est un des bienfaits exceptionnels du forum ouvert, c'est que comme on est en petit groupe, tout le monde parle en même temps, lié à la même intention. Ensuite, on a récolté pour tous les sujets les propositions des gens. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que même si au départ, le sujet sur lequel étaient partis était différent, parfois ils avaient la même préconisation. C'est-à-dire la tension n'était pas la même et la cause racine était la même. Ce qui fait que la recommandation pour adresser la cause racine était commune. Donc, on a pris toutes les recommandations des uns et des autres, puis on a terminé vraiment une convergence en leur proposant d'aller voter sur, d'après vous, qu'est-ce qui aurait le plus d'impact. Et donc, c'est vraiment la phase de convergence et on est sorti de là avec 3 recommandations. 3 recommandations qui pouvaient être de la co-gouvernance, de la reconnaissance, etc., sur lesquelles les 350 personnes qui étaient parties au départ dans la divergence avec des préoccupations différentes, avec l'émergence aussi, avec des conversations sur des thèmes différents, se retrouvaient tous. Et donc, c'est en ça où parfois on dit faites confiance au processus, parce qu'à un moment, on se dit mais où on est, qu'est-ce qui se passe ici, tout le monde parle dans tous les sens, mais quand même, à la fin, on converge, parce que c'est ça qui fait qu'on décolle la pulpe et qu'on arrive à de la convergence. Ils ont travaillé très longtemps sur les recommandations qu'ils ont eues à ce moment-là, et ça les a soudés en plus, ce moment de convergence, de cristallisation, où des gens très différents avaient les mêmes recommandations, les a vraiment fait un objet lien très fort entre eux pendant assez longtemps. Voilà, donc le forum ouvert est bâti sur ce divergence, émergence, convergence sur le diamant de la participation, et je vous invite à aller jouer avec les autres. Une autre structure qu'on retrouve dans quasiment tous nos dispositifs et qu'on retrouvera, vous verrez aussi dans les designs complets dans le 3e module, c'est ce que moi j'appelle le chemin de la construction, c'est de se dire on passe par une phase où on va nourrir, puis questionner, puis construire. Nourrir, c'est l'idée que avant de parler d'un sujet, peut-être que on n'en sait rien et on a besoin d'avoir un avis sur la question. Par exemple, on a fait pendant quelques temps pas mal de projets sur réaménager les espaces de travail, qu'est-ce que vous voulez comme futur bureau, etc. On avait besoin de nourrir les gens au départ qui ne connaissaient rien sur voilà ce qui existe, on a vu des architectes, on a été voir plein d'espaces. On a besoin aussi de partir sur des recommandations en prenant des choses qui existent du passé ou en se nourrissant, j'aime bien maintenant se nourrir de philosophes, se nourrir de la pensée d'autres personnes qui ont pensé avant nous pour ensuite progresser et avancer. Donc vraiment, ne pas s'empêcher de nourrir sur un sujet. Ça ne veut pas dire influencer, ça veut dire aussi donner suffisamment de matière pour que chacun prenne un peu quelque chose. C'est ça aussi qu'on a commencé avec vous quand je vous ai donné une longue bibliographie et que je vous ai dit prenez le livre que vous voulez. C'est aussi se nourrir sur le sujet et chacun se nourrit en fonction de ce qu'il appelle. Il n'y a pas quelque chose non plus de trop prescriptif. Donc, on va se nourrir comme ça, on se sent bien par rapport au sujet et pas angoissé. J'ai parlé d'espace de travail, mais j'y connais rien du tout. Ensuite, on passe à la phase questionner, Olivier Zara, où on a beaucoup parlé avec commencer à poser la question avec les 50 questions, essayer de trouver le problème derrière le problème avant de construire. Et puis après, on est dans la phase de construction. Donc, on a une diversité dans se nourrir. On peut aussi se nourrir les uns des autres. Dans le questionnement, les questions des uns et des autres sont très différentes. On est aussi dans la diversité dans le questionnement et la diversité dans la construction. Si je vous donne un exemple avec un des outils que vous connaissez aussi, très connu, qui est le co-développement. La phase de nourrir, c'est quand une personne présente sa problématique. Donc, on a besoin de l'entendre 5 minutes sans s'arrêter, nous raconter sa problématique pour pouvoir l'aider. Parce que si on n'est pas nourri de suffisamment de choses, on ne peut pas commencer. Ensuite, il y a la phase de questionnement. Donc, on pose des questions de clarification pour être sûr qu'on a bien compris et du coup, on va pouvoir aider. Des questions de clarification. Et puis, on passe à la reformulation. Donc, quand on arrive là, on a la question derrière la question. On a passé un temps très long à questionner et on a vu que ce temps de questionnement est aussi ça qui permet de questionnement avec des angles différents. Les questions que posent les gens surprennent assez souvent et la reformulation aussi surprend assez souvent le client qui propose sa problématique en co-développement.
parce qu'il y a des angles différents. On voit souvent qu'en co-développement, c'est intéressant d'être avec des gens qui ne connaissent pas du tout votre sujet. Ça vous aide parfois plus que quelqu'un qui le connaît. Et en dernière période, on construit. C'est là où on fait des recommandations avec cette phase stricte où le client, à ce moment-là, n'interagit pas. Et ça sert à quoi de ne pas interagir? C'est pas fait comme ça. C'est fait parce que quand on n'interagit pas, c'est là où on peut avoir le plus d'écoute curieuse. Si on pense que la personne en face attend de nous qu'on réagisse, qu'on lui dise c'est bien, je suis d'accord, pas d'accord, qu'on ait une réaction, ça nous invite à parler et à se dire qu'est-ce qu'on va dire de ce qu'il nous dit. Or, si on ne réagit pas du tout, c'est la façon la plus facile de se laisser complètement pénétrer, de se laisser transformer par les discussions des autres. C'est à ça que ça sert, cette règle très stricte de ne pas parler. Ce n'est pas là pour être strict, c'est là. Et c'est pour ça que ça agit. Souvent, les gens nous disent, mais pourquoi ça agit aussi bien? C'est à cause de ces règles strictes-là qui permet de se laisser transformer par la pensée de l'autre. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même le client qui donne ses apprentissages. Comme toujours, c'est en intelligence collective, c'est la personne qui pose son problème, qui sait quelle est la bonne réponse et qu'est-ce qui est bon pour lui. Et donc, en fonction de ce que tout le monde lui a apporté, il a senti ce qui a résonné en lui, ce qui s'est transformé en lui, et qu'est-ce qu'il va en faire. Parfois, il prend des recommandations, parfois pas du tout, et parfois, par association d'esprit, autre chose lui vient qui n'a rien à voir avec les recommandations et qu'il n'avait pas comme idée au départ, mais c'est dans cette maïotique-là de transformation qu'autre chose et qu'une troisième voie lui apparaît. Donc, nourrir, questionner, construire, vous voyez, c'est comme ça qu'est construit le co-développement, mais c'est comme ça. Pareil, retrouvez tous nos outils, vous verrez, ils sont beaucoup construits comme ça, et gardez ça aussi pour notre phase design. C'est vraiment un fil rouge aussi pour le design. Voilà, et voilà. Celui-là, on ne s'y attend pas des fois. Quand on se lance dans le métier de la facilitation, on ne pense pas qu'en réalité, les chiffres, les calculs et le temps sont nos premiers instruments. Donc, je le mets de façon très explicite. Et une fois, je cite mon collègue Johan que vous avez vu régulièrement, qui une fois quelqu'un disait mais c'est quoi ton métier? Puis je sais pas, il sortait d'une animation, il me dit bah moi mon métier c'est de diviser par 6 et de regarder l'heure. C'était un peu une blague. Et en même temps, moi, ça m'est resté parce que je me suis dit, il y a beaucoup de vrai là-dedans. On passe beaucoup de temps à... Les chiffres comptent, puisque une conversation, on va voir que ça a un sens, le nombre de personnes avec qui on a une conversation crée une atmosphère différente. Et puis le timing aussi. Donc, c'est aussi dans la construction d'un dispositif et d'un outil. Vous avez vu en co-développement, pour ceux qui l'ont regardé, les timings sont très, très stricts et ils ne sont pas du tout pensés au hasard. Et donc, le nombre de personnes et le temps sont absolument importants dans tous nos processus. Alors, les chiffres. Donc, quelques enseignements généraux sur tous nos processus, les chiffres, les do's et les don'ts. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'être tous ensemble? Quand est-ce qu'on a besoin d'être en petits groupes, en tout petits groupes, etc. Les bonnes pratiques des chiffres. Donc, en grand groupe, on ne fait pas grand-chose, même après, si on est tous dans la même salle, par contre, c'est très agréable parce qu'on sent l'énergie de chacun. Ce n'est pas du tout pareil de se séparer dans des salles différentes que de rester ensemble. Donc, nous, on invite vraiment à ne pas avoir de salle de sous-corps, à rester tous ensemble, à sentir l'énergie, à sentir la vibration de chacun. Mais les conversations qu'on a en grand groupe, c'est que pour deux choses. C'est pour initier la conversation, c'est quand on fait un forum ouvert, quels sont les sujets, par exemple, et c'est pour récolter, dire à la fin, c'est quoi les 3-4 propositions. On n'a pas besoin d'être en grand groupe pour le reste, mais pour lancer l'appel, pour lancer la structure, pour démarrer et pour atterrir. Mais à nouveau, rester quand même ensemble pour l'énergie que ça crée. Quand on a besoin, quand on est dans la phase d'émergence, qu'on a besoin de conversations génératives, qu'on a besoin de transformer, de se laisser transformer, on aime avoir des conversations de 4 à 6 personnes. Si vous avez regardé par exemple la vidéo du World Café qu'on a posté la semaine dernière, c'est des tables de 4. Et pourquoi des tables de 4? Parce que c'est à 4, c'est un bon nom pour être en capacité d'écouter ce qui vient des 3 autres personnes. Donc, c'est ni trop. Donc, on est encore en capacité de prendre ça tout en posant son point de vue. Et en même temps, c'est suffisant pour avoir déjà une petite diversité parce que
qui permet d'avoir quelque chose de génératif. Donc, en table de World Café, par exemple, on est de 4 à 6 personnes. Quand on calcule combien on a besoin de sujets pour un open forum, on calcule qu'il y a à peu près 4 à 6 personnes en moyenne par atelier, même si on verra, des fois, tout le monde va à un endroit et personne va ailleurs, on ne contrôle pas, mais c'est ça qui permet d'avoir des conversations génératives. Donc, on calcule toujours en fonction du nombre de personnes, du nombre de sujets, combien il faut de sujets, combien il faut de noms, combien il faut de tables, et on passe vraiment une grande partie de notre pratique, c'est de faire ces calculs-là. Donc, parce qu'une conversation générative, c'est à 4 ou à 6. On n'a pas de conversation générative à 20. Quoi. Quand on va dans quelque chose de plus intime, je parle souvent au début, quand on est à un moment où on a juste ses lunettes sur le monde, où on se reconnecte à sa subjectivité, où on se nourrit de ses expériences passées, par exemple en enquête appréciative. Quand on est dans des choses plus intimes, on va aller se connecter à la subjectivité de chacun, on est mieux à 2 ou 3. À 2 ou 3, ils peuvent se dire des choses intimes, personnelles, on peut se reconnecter à qui on est, on peut être dans sa plus grande authenticité. Et donc, quand on a besoin de choses intimes ou de raconter une expérience personnelle, on est bien à 2-3 personnes. Et l'autre chiffre clé, c'est quand on se disait au départ qu'il faut polliniser les conversations pour avoir le maximum de diversité. Pareil, l'expérience nous a montré que c'est bien d'avoir 2 à 4 tours. Plus de 4 tours, en fait, ça devient lassant, ça devient fatigant, ça devient épuisant, et parfois 2 tours suffisent aussi. Voilà, c'est en fonction de la longueur, de la profondeur, du nombre de personnes aussi, on passe de 2 à 4, mais on garde ça en tête. Et les dons, voilà, on va insister là-dessus. Pas de conversation à 10-20. Voilà. Si j'insiste aujourd'hui là-dessus, c'est que la dernière formation que j'ai faite, on m'a dit je déteste le World Café. Et quand je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont dit parce qu'on a l'habitude de faire des World Café avec 10-15 par table et à faire 6 tours. Donc en fait, ça ne marche pas. Donc ça ne s'appelle même pas un World Café, quoi. On n'a pas de conversation générative à 10-20. Souvent, les gens de l'événementiel aiment bien avoir des tables 20 dans les hôtels. Si vous allez dans des endroits comme ça, ils ont souvent des tables de mariage, voyez, où on ne peut pas se parler autour d'une table parce qu'on est 20. Mais on préfère même pas avoir de table, parfois mettre 4 ou 5. Donc, vraiment, ne cherchez pas. 10-20, c'est ce qu'on appelle le grand groupe. C'est pour initier, récolter. On peut de temps en temps faire un cercle de dialogue pour faire une récolte juste de son point de vue subjectif pour récolter la diversité, mais on n'a pas de conversation générative à 10-20. Donc, vraiment, c'est un don. Si vous pouvez juste garder ça, c'est ça qui dénature. Vous savez, on a toujours peur de voir comment on fait. Qu'est-ce qui dénature nos processus et pas respecter les chiffres et les timings est vraiment ça qui les dénature. Et puis, voilà, faites pas trop de tours parce qu'on n'en peut plus, quoi. C'est épuisant. Au niveau des temps, donc on adapte toujours le temps au nombre de personnes. On suggère toujours d'avoir un temps de réflexion individuelle préalable. Pourquoi? Ça permet aux gens de formuler leurs pensées. Donc, on a vu précédemment que c'était important que les gens parlent avec intention et parlent de façon concise. Ce qui permet aux gens de parler de façon concise, c'est d'y avoir réfléchi avant. Il y a des gens qui ont besoin de parler pour penser. Du coup, c'est bien qu'ils réfléchissent à l'avance pour être concis ensuite. Et ça permet aussi surtout à avoir clarifié ce qu'on veut dire, du coup, être en complète capacité d'écouter les gens qui vont parler avant nous, puisqu'on sait déjà ce qu'on va dire, et essentiel de ne pas se laisser influencer par la pensée de l'autre. Se laisser influencer par la pensée de l'autre, c'est vraiment ce qu'on appelle passer de la sagesse de la foule à la folie de la foule. La folie de la foule, c'est quand tout le monde pense pareil. Et l'intelligence de la foule, c'est quand tout le monde est connecté à sa propre subjectivité et à même sa propre façon de voir le monde. Donc, on a absolument besoin de ce temps de réflexion préalable est un mécanisme simple qui permet d'avoir accès à la subjectivité des gens. Voilà, quand on demande aux gens de s'exprimer, même quand c'est rapide, un mot de la fin, c'est illusoire de compter moins d'une minute. Les conversations génératives, on aime bien 20 minutes. Alors, les gens nous disent c'est frustrant, c'est trop court. En même temps, on essaye d'avoir juste toujours l'essence des choses et on préfère avoir 3 conversations de 20 minutes qu'une conversation d'1 heure parce que c'est comme ça qu'on a complètement la présence de chacun et l'essence des choses. Et
Après, vraiment, adaptez-vous au profil des gens, au profil des participants, culture de l'organisation. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps, il y a des gens qui sont très rapides. Donc, voilà, il y a ce qu'on prévoit et ce qu'on fait, mais surtout, voilà, adaptez-vous. Les dons, donc trop de personnes pour la durée et bien sûr, trop de personnes ou pas assez de personnes trop ou pas assez de personnes pour le temps. Voilà, donc toujours ajuster le nombre de personnes et le nombre de temps pour permettre à chacun de s'exprimer. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. À nouveau, si vous voulez m'envoyer vos questions, vos réactions sur la plateforme, je serais ravie d'y répondre. Je serais ravie d'avoir vos retours et à très bientôt. Au revoir.